Et bien évidemment, il est l'auteur de plusieurs articles. Je vous le présente, Denis Harrison. Merci. Merci. Et merci surtout à Isabelle de m'avoir invité pour présenter les résultats d'une recherche que j'ai faite qui a pris quelques années. En fait, une recherche qui a duré peut-être un peu trop longtemps. Mais bon, il me fait plaisir de présenter les résultats devant ceux qui ont participé davantage à cette recherche-là. C'est les délégués sociaux de la FTQ et qui, je vais donc vous livrer, peut-être pas au complet, parce que c'est quand même un gros rapport qu'on a fait. On avait un questionnaire avec 60 questions, donc je ne vais pas vous livrer les résultats de ces 60 questions-là, mais bien les principaux résultats. Et je salue en particulier mes étudiants, puisque le mercredi matin, j'enseigne habituellement, et quand Isabelle m'a invité, j'ai dit « j'ai un petit problème, je ne peux pas être à deux places en même temps ». Et donc, j'ai dit à mes étudiants que le cours aurait lieu ici ce matin. Et j'enseigne un cours qui s'appelle « Gestion stratégique des ressources humaines et des relations de travail ». Et on l'a souligné tantôt dans les rapports d'atelier, l'importance de présenter le réseau des délégués sociaux aux employeurs et la difficulté qu'on a de souligner l'importance des réseaux des délégués sociaux auprès des employeurs. Or, mes étudiants, c'est des futurs représentants des employeurs. Et je dirais aussi que, étant donné que j'enseigne dans le domaine des relations de travail, on n'enseigne pas le réseau d'entraide. Dans les écoles, c'est rarement dit qu'à la FTQ ou dans d'autres syndicats, on s'intéresse à d'autres problèmes que des problèmes classiques des relations de travail, des problèmes de la négociation, des problèmes relatifs aux lois, la législation du travail. Mais des activités comme celles des représentants délégués sociaux, c'est rarement souligné en dehors des milieux où ça se produit. Et donc, j'espère, je parle en particulier mes étudiants, j'espère que vous allez avoir cette session-ci le meilleur cours qui est possible de donner. Puis je ne parle pas juste pour moi, mais je parle aussi pour vous de ce qui se passe dans les ateliers. Je pense qu'il faut être ouvert à ça. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire. Je vais commencer tout de suite après cette longue introduction. Pourquoi l'entraide en 2012? Pourquoi on parle encore d'entraide en 2012? Après tout, on s'est doté d'un État qui est intervenu sur les différents problèmes que vivent les gens. Et quand on est aux prises avec des problèmes personnels, il y a des professionnels qui peuvent agir pour ça. Et il y a tout un réseau de la santé qui peut agir pour ça. Alors, on a l'impression que l'entraide, c'est une vieille démarche qui est vieille comme le monde. Dans l'entraide, on n'a pas inventé ça hier. L'humanité s'est construite essentiellement autour des difficultés vécues par les gens et on s'entraide mutuellement. Et particulièrement, les syndicats, quand on regarde l'histoire du syndicalisme au 19e siècle, les syndicats se sont essentiellement constitués autour des problèmes d'entraide. Et même, on s'est intéressé aux problèmes des gens avant même de s'intéresser aux problèmes du travail. Et les premiers syndicats ont été formés essentiellement autour des problèmes que les gens vivaient dans leur milieu, non seulement le milieu de travail, mais dans leur milieu de vie. Souvent, à l'époque, les gens vivaient près de leur lieu de travail, donc les questions relatives au logement, à la santé, au décès d'un proche, etc. Les syndicats se sont toujours préoccupés de ça. Puis, évidemment, on s'est professionnalisé, les syndicats se sont professionnalisés et les services qu'on a reçus aussi de la part de l'État se sont professionnalisés et on s'est transformé de sorte que l'entraide s'est peu à peu échevelé et de sorte que ça a disparu pratiquement et aujourd'hui, on y revient. Pas juste dans le syndicalisme, mais également dans d'autres milieux. L'entraide se retrouve dans beaucoup d'associations et on traite beaucoup de problèmes de cette façon-là. Donc, voilà quelques objectifs. En fait, l'enquête que j'ai faite, les questions étaient très simples. C'est que font les délégués sociaux? Quel est le travail? Quelles sont les activités des délégués sociaux? Qui sont-ils? Qui sont-elles? Pourquoi faire de l'entraide? Et aussi, autre question intéressante, c'est comment les réseaux d'entraide se développent dans les syndicats et comment ils sont soutenus par l'employeur ou encore par les représentants syndicaux, l'exécutif syndical. Puis également, je pose la question, tantôt dans l'introduction, est-ce que je m'intéressais à l'innovation? Oui, c'est vrai. Moi, je pense que l'entraide, telle qu'on la vit au 21e siècle, c'est une innovation.
Et l'innovation, ce n'est pas toujours quelque chose de nouveau, c'est parfois prendre des choses qui sont anciennes, mais quand on mêle ça avec d'autres éléments, on a quelque chose de nouveau. Et vous savez, quand on s'intéresse aux relations de travail, ce qui ressort souvent, c'est la crise du syndicalisme. Depuis une vingtaine d'années, on parle de crise du syndicalisme, la difficulté de rejoindre les gens, la difficulté d'organiser les syndicats dans les nouveaux secteurs d'activité, la difficulté de rejoindre des nouvelles préoccupations des membres aussi, pas juste des préoccupations reliées au travail, mais des préoccupations autres dans la vie que vivent les travailleurs, les travailleuses, et donc mettre en place des réseaux d'innovation, des réseaux d'entraide pour se préoccuper de problèmes autres que des problèmes relatifs aux relations de travail, aux relations traditionnelles. Ça m'apparaît en 2012, mais je crois que ça existe depuis 30 ans, là, mais le réseau s'est quand même beaucoup développé et évolué depuis. Ça m'apparaît comme étant une stratégie de renouveau syndical aussi. Il n'y a pas juste ça, c'est une parmi tant d'autres. Il y a bien d'autres choses à faire aussi. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais c'est important d'intégrer davantage le travail des délégués sociaux au travail habituel qui se fait dans les syndicats. Méthodologie, brièvement, c'est sûr, ça prend la partie la plus intéressante. Ce que j'ai fait, c'est une quarantaine d'entrevues avec des délégués sociaux et un questionnaire en ligne qui a été administré auprès de 300 représentants des délégués sociaux. Vous savez, vous n'êtes pas facile à rejoindre. Hein. Il n'existe pas de liste de délégués sociaux. Il faut passer par la coordination régionale qui elle-même passe par les syndicats locaux, puis finalement qui finissent par vous rejoindre. Donc, c'est l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Heureusement que j'ai parlé à l'ours directement avec mes 40 entrevues, là, mais c'est quand même, ça a été une certaine difficulté. Et quand je disais que je voulais un questionnaire en ligne, puis il faut s'adresser directement aux personnes, oups, il n'y a pas de liste. Donc, mais quand même, 300 personnes, c'est assez significatif. Quelques repères théoriques, bien sûr. Je suis professeur à l'université, mais on vous parler de théorie. Mais faites-vous-en pas, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que, évidemment, quand on parle d'entraide, il faut relier ça à autre chose. Moi, quand je dis théorie, c'est avoir un certain nombre de repères. Et ici, je vous en présente deux. Le premier qui s'appelle problématique de santé mentale. Bon, c'est peut-être pas le titre que j'aurais redonné maintenant. Je lisais ça ce matin, puis je me disais, dans le fond, j'aurais dû appeler ça de façon plus positive, qualité de vie au travail. Parce que les délégués sociaux, c'est de ça qu'ils se préoccupent. Leur préoccupation, c'est la qualité de vie au travail. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui se passent dans les milieux de travail, des mutations au travail qui sont nombreuses. Puis je pense que le travail de délégué social, il faut aussi relier ça à ces mutations du travail. Je vais y revenir tantôt pourquoi c'est si important. Et donc, il y a des problèmes qui liés aussi au manque d'autonomie, des problèmes qui sont liés à l'intensification du travail. De plus en plus, les milieux de travail, ça devient difficile d'établir des liens. Il y a des conflits interpersonnels aussi qui interviennent. Il y a de plus en plus d'individualisme. Donc, on constate une transformation du milieu de travail depuis quand même un certain nombre d'années, mais ça s'accélère depuis les années 2000 avec la compétitivité des entreprises, la mondialisation. Et je pense que vous êtes au cœur de la reconnaissance de ces difficultés-là qu'on voit dans le milieu de travail. Et l'autre grand repère théorique, évidemment, c'est l'entraide. J'en ai parlé tantôt. C'est important de faire de l'entraide. C'est à la base de la solidarité humaine. Et la solidarité, c'est pas juste un slogan qu'on va crier quand il y a une manifestation, quand il y a une grève. Il faut que ça soit ancré aussi dans les pratiques quotidiennes. Et les pratiques d'entraide sont des pratiques de solidarité. C'est-à-dire venir en aide à quelqu'un qui est en difficulté sans rien demander en retour. Sinon, s'il y a un paiement qui se fait, c'est ultérieurement et ça se fait par des services. Et aussi, il y a très peu de recherches qui ont été faites sur l'entraide. Tantôt, on a révélé la recherche qu'avait fait Jacques Réaume il y a une dizaine d'années. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je suis allé voir Jacques Réaume, puis il était content que quelqu'un se préoccupe de la suite, parce que ça fait quand même 15 ans qu'il a travaillé là-dessus, donc on s'en est pas beaucoup intéressé à ça. Puis c'est de savoir aussi, est-ce que le réseau de délégués sociaux se fixe? C'est ça aussi important quand on parle de structuration. Est-ce qu'à un moment donné, ça atteint une maturité, puis que ça reste fixe, puis dorénavant, ça fonctionne tout seul? Eh bien non, ça ne se fixe pas. Pas encore. Même après 30 ans, les réseaux des délégués sociaux continuent à évoluer, à faire face à des nouvelles problématiques, développent aussi des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de travailler. Et c'est un peu ça qu'on va examiner peut-être rapidement, là, si j'arrête de m'étendre sur autre chose. Mais quelques données maintenant sur
la problématique de santé mentale, à mon avis, si j'insiste là-dessus plutôt que d'autres, c'est qu'à mon avis, elle apparaît comme étant la plus importante dans les milieux de travail. En 2020, selon l'Organisation mondiale de la santé, la deuxième cause d'invalidité au travail sera reliée à une problématique de santé mentale. Donc, 2020, c'est dans 8 ans. Et il ne se passe pas un mois sans qu'il n'y ait pas un organisme qui sort un rapport sur la détresse psychologique, sur la santé mentale, sur la difficulté auxquelles font face les employés, les employeurs aussi qui ont de la difficulté à traiter ces problèmes-là. Et si je vous donne ces informations-là, vous êtes au cœur de ces préoccupations-là. C'est ce que vous rencontrez aussi de façon quotidienne, régulièrement dans vos milieux de travail, puis vous êtes à même, les délégués sociaux les plus anciens, de voir aussi un déplacement des problématiques vécues par les gens. De plus en plus, cette question-là reliée à la détresse psychologique, là, je ne vais pas vous donner tous les chiffres, là, vous les avez dans votre acétate, mais je vais peut-être insister sur la recherche de l'écotest fait par Michel Vizina et publiée l'année passée. C'est quand même assez important. C'est une recherche, une enquête qui a été faite sur tout le Québec, sur les conditions de travail. Et Michel Vizina a eu comme conclusion de dire que 32 % des employés au Québec qui sont dans une situation de détresse psychologique. 32 %. C'est énorme. Évidemment, la détresse psychologique, c'est un spectre. C'est pas juste la dépression nerveuse. C'est le spectre ultime. Ça peut être la fatigue professionnelle, la fatigue occasionnelle. Mais quand on s'en préoccupe pas à ces niveaux de base, ça peut aller dégénérer vers un problème beaucoup plus grave. Et donc, la détresse psychologique, elle est quand même assez importante. Et il y a d'autres données aussi dans les principaux pays de l'OCDE, donc l'Europe, l'Amérique du Nord, le Japon et la Corée du Sud. On dit qu'il y a 20 % des gens qui sont concernés par la détresse psychologique. Donc, c'est un problème majeur de santé qui risque de se développer au cours des dernières années parce qu'on ne voit pas vraiment, si on ne change pas dans les milieux de travail, comment ces problèmes-là peuvent être résolus, puis ça ne va pas non plus se résoudre par magie. Ça n'existe pas dans les milieux de travail, ça va se résoudre uniquement si on est capable de prendre les problèmes en charge. Bon, autre chose, pourquoi l'entraide? Bien, vous avez la définition de la FTQ, qui est très intéressante. Je vais juste insister peut-être sur 2-3 dimensions de cette définition-là. D'abord, les problèmes d'exclusion. Les délégués sociaux s'occupent des personnes qui sont dans le but d'éviter l'exclusion. Vous savez, si Centraide s'intéresse à l'entraide, Centraide qui finance en partie les activités d'entraide, c'est parce qu'ils sont tout à fait préoccupés par ce problème d'exclusion-là. C'est-à-dire quelqu'un qui sort du marché du travail pour un problème majeur, il va peut-être être sur les assurances collectives pendant quelques années, puis après ça, il tombe sur le régime public, puis après, ça fait quelqu'un qui ne peut plus être réintégré au marché du travail. Puis avec les chiffres que je viens de vous donner, c'est important de traiter la question sous cet angle-là. C'est important aussi de faire de la prévention. C'est aussi la préoccupation de la FTQ à travers la mise en place du réseau des délégués sociaux. Et c'est important aussi de maintenir, autre élément dans cette définition-là, de maintenir et de développer des liens de proximité. Les délégués sociaux sont près des préoccupations des gens, sont près des problèmes des gens, ils rentrent dans la vie quotidienne des gens qu'ils rencontrent avec ces préoccupations-là. Et autre élément important aussi, j'en ai parlé tantôt, c'est l'importance de maintenir le réseau flexible. Il faut l'institutionnaliser, peut-être le structurer davantage, mais il faut que ça reste flexible. Il faut que ce soit un outil qui puisse être en mesure de s'adapter aux différents problèmes vécus par les salariés, et ces problèmes-là sont évolutifs. Le réseau, on l'a parlé tantôt, le réseau d'il y a 30 ans, le réseau d'il y a 15 ans et le réseau de maintenant, ce n'est pas la même chose. On ne travaille pas de la même façon. Les entraidants maintenant, ou les délégués sociaux, qui sont-ils? C'est des gens qui ont de l'expérience. La base même du réseau d'entraide, c'est l'expérience. Et ce n'est pas basé sur des connaissances scientifiques. Ça, c'est autre chose. C'est sûr que ça prend ça aussi pour venir en aide aux gens. Des gens qui ont des connaissances scientifiques, professionnelles. Donc, on parle bien d'un réseau. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut utiliser des références. Mais c'est d'abord et avant tout l'expérience qui est importante. C'est des gens qui possèdent un savoir tacite. On va voir tantôt les chiffres que j'ai. C'est que les gens qui font de l'entraide, généralement, sont très expérimentés puis ils ont une moyenne d'âge de 45 ans. Il y a très peu de jeunes qui font l'entraide. Les 18-35 forment 11 % du réseau d'entraide. Donc, c'est majoritairement des gens qui ont l'expérience. C'est des gens qui possèdent un savoir tacite, qui connaissent bien l'organisation. C'est des gens qui ont une bonne écoute.
C'est des gens qui sont capables, donc, de bien saisir les problèmes vécus par les gens, à même le vocabulaire exprimé par les personnes. Le milieu de travail, c'est un milieu de vie. Et je pense que c'est important de développer aussi des activités d'écoute et de soutien avec des personnes qui sont expérimentées, avec des réseaux qui sont aussi informels. En fait, ce que je voulais vous présenter, c'est qu'il y a deux types d'entraide. Il y a l'entraide informelle, puis il y a l'entraide formelle. Et l'entraide informelle, ça existe depuis toujours. Quand j'ai fait des entrevues avec les gens en disant « l'entraide, c'est pas vraiment nouveau, on fait ça dans notre vie quotidienne ». Puis des représentants syndicaux aussi qui disent on n'est pas vraiment formé pour ça, mais vous savez, il y a des gens qui viennent nous voir, et on est quasiment forcé de faire de l'entraide, même si on n'aime pas ça, parce que c'est les préoccupations des gens. Et donc, il faut faire de l'entraide, et puis même, je disais tantôt, qu'on a comme délaissé un peu l'entraide au cours des années, il reste que de façon informelle, on en a toujours fait. Et pourquoi à ce moment-là formaliser? Pourquoi formaliser des réseaux d'entraide si on en a toujours fait? En fait, je pense que la formalisation, c'est aussi l'accès à des ressources. C'est important, ne serait-ce que pour ça, c'est important aussi, ne serait-ce que pour développer ces ressources-là. Les réseaux qui restent informels ont peu de chances de se développer parce que c'est des réseaux qui reposent toujours sur la capacité des gens qui sont en place à faire de l'entraide. À partir du moment où ces gens-là partent, pour différentes raisons, le réseau vient de s'effriter. Alors qu'avec un réseau formalisé, on peut au moins assurer une continuité à travers la formation. Je dirais l'activité clé du réseau d'entraide, c'est la formation que les gens reçoivent. Ça formalise, ça standardise la formation, puis ça permet aussi une certaine pérennité du réseau d'entraide. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme description d'un réseau d'entraide? C'est un collectif de personnes. C'est un réseau, donc c'est plus qu'une personne. C'est des gens qui sont en lien à l'intérieur du milieu de travail, puis en lien aussi entre différents milieux de travail. Et c'est des gens qui sont aussi en lien avec un réseau externe. Il y a quand même d'autres acteurs à l'extérieur du réseau d'entraide. Il y a Centraide, qui est quand même assez important. Il y a des associations de proximité. En fait, tous les délégués sociaux ici, vous êtes en lien aussi avec des ressources de proximité dans vos milieux respectifs. Ne serait-ce que, je ne sais pas moi, Tel Jeune, par exemple, ou des réseaux d'écoute, des réseaux professionnels, les CLSC, les hôpitaux, etc. Et donc, ça fait partie du réseau. Il faut connaître l'existence de ces ressources-là dans le milieu. Il y a également le réseau public de la santé. Il y a les réseaux professionnels, l'employeur. On va y revenir tantôt sur l'employeur. Et je dirais aussi le milieu académique. J'ai vu que dans la formation, dans la structuration des réseaux d'entraide, vous basez beaucoup sur des recherches faites par des chercheurs, entre autres sur les questions reliées à la santé mentale. Qu'est-ce que c'est la détresse psychologique? Comment traiter avec des gens aux prises avec la détresse psychologique? Pour connaître ces façons de faire, vous servez énormément des recherches ou enfin des conférences qui sont prononcées par des chercheurs scientifiques. Donc, c'est ça le réseau. J'ai essayé de dessiner le réseau, donc d'établir des liens entre les différents éléments. Donc, il y a quand même plusieurs acteurs qui sont impliqués dans ce réseau-là. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai dessiné, là, c'est la machine qui a fait ce que j'ai voulu de faire. Mais bien, au centre, c'est le délégué social et c'est le lien avec les membres. C'est ce que j'ai mis en vert. Mais autour de ça, réseaute du monde aussi. Je pense que le réseau, pour qu'il se développe, ça prend tous ces acteurs-là. Ça prend la présence de ces acteurs-là. Et je souligne la présence de l'exécutif syndical et la présence aussi de l'employeur. Il y a des gens qui m'avaient dit dans les entrevues, c'est pas vraiment important. Une fois que les réseaux sont en place, ils marchent tout seuls. On n'a pas vraiment à avoir de lien avec l'exécutif syndical, puis c'est pas nécessaire non plus d'avoir des liens avec l'employeur. Or, ce que j'ai découvert par la suite, et puis j'ai quelques chiffres là-dessus, c'est plus le réseau d'entraide est proche de l'exécutif syndical, plus l'exécutif syndical appuie et soutient le réseau d'entraide et y croit, le réseau se développe. Il prend de l'importance auprès des membres aussi. Et plus l'employeur y croit, ça c'est un autre élément important, plus l'employeur est en mesure de soutenir le réseau d'entraide, plus c'est important aussi. Et les réseaux d'entraide les plus solides, les réseaux d'entraide les plus structurés, c'est ceux qui reçoivent l'appui et de leur exécutif syndical et de l'employeur. Mais ce n'est pas acquis. C'est un travail de longue haleine, en commençant par l'exécutif syndical. Chez les puis même à la FTQ, là, c'est pas, même si ça fait 30 ans,
Il y a des endroits où c'est quand même assez bien assis, mais il y a des endroits où il faut faire un travail de longue haleine et parfois c'est souvent à recommencer. Et c'est souvent à recommencer aussi avec les employeurs. On change de directeur, on change d'interlocuteur, puis il faut recommencer à zéro. Il y a toujours quelqu'un qui me dit c'est quoi ce réseau-là, puis à quoi ça sert, puis il y a des gens qui vont dire j'y crois pas. S'il y a des gens qui ont des problèmes, mais qui aillent voir un professionnel, je vois pas pourquoi ils iraient voir un délégué social pour les aider. Or, il faut continuellement faire ce travail auprès de tous ces acteurs-là qui sont dans mon petit graphique-là. La mise en place du réseau d'entraide, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, la participation de l'exécutif syndical? Tantôt, quand je parlais de la différence entre réseau informel et réseau formel, la participation de l'exécutif syndical, elle est fondamentale pour la mise en place du réseau formel parce que les délégués sociaux vont se préoccuper de la relation avec leurs pairs, la relation avec les membres. Ça leur appartient. Ils sont formés pour ça. L'exécutif syndical ou l'employeur n'a pas à se préoccuper de ça. Par contre, dans la mise en place d'un réseau d'entraide, ça prend des ressources dans l'organisation. Et pour avoir ces ressources-là, ça prend la participation de l'exécutif syndical et ça prend aussi une coordination régionale. Elle est importante, la coordination régionale. En fait, ça ne s'appelle pas coordination pour rien. Quand on met en place un nouveau réseau d'entraide ou quand on essaie de remplacer des délégués sociaux par d'autres délégués sociaux, ça passe par la coordination régionale qui connaît bien les ressources externes. Ce sont les coordinateurs régionaux, oui, qui connaissent les ressources externes. À l'interne, dans chaque syndicat, on n'a pas vraiment à se préoccuper de savoir si quelqu'un a tel type de problème, à qui je le réfère. Il y a déjà quelqu'un qui a fait ce travail-là. Et c'est important. Et ça, les gens qui sont dans l'informel ne le savent pas. Enfin, ils peuvent le savoir, mais ce n'est pas formalisé, ce n'est pas connu. Et c'est important d'être dans un réseau formalisé pour cette raison-là. Ensuite, c'est important aussi de développer avoir des liens avec un certain nombre d'infrastructures, un local pour rencontrer les gens. C'est pas rencontrer le monde en dehors des heures de travail. Parfois, c'est important, mais pas toujours. Rencontrer le monde chez Tim Hortons ou au coin de la cafétéria, c'est pas vraiment souhaité. Ça prend des lieux particuliers. Puis bon, là-dessus, il y a des débats. Est-ce que le délégué social d'avoir son local, ça veut dire que tout le monde qui rentre là, c'est quelqu'un qui a un problème, ou est-ce que le délégué social peut partager des locaux avec d'autres? Ça, c'est une autre formule, mais ça prend quand même ça. Ça prend des heures de libération. Ça aussi, c'est une grande discussion. On en a parlé tantôt dans l'atelier. Des gens qui disent, il faudrait peut-être cesser de faire du bénévolat et faire reconnaître ça. Oui. Bon, ça dépend. Ça c'est en grande discussion. Puis, je n'ai pas de réponse claire à vous dire. Il y a du monde qui m'ont dit c'est important de maintenir cette activité-là comme étant une activité bénévole. Et d'autres qui nous ont dit qu'il faudrait peut-être un peu plus, avoir un peu plus d'aide, de support, puis avoir des heures de libération. Mais vous comprenez, si ça prend des heures de libération, ça veut dire qu'il faut être en bon terme avec l'exécutif syndical, parce que l'exécutif syndical, c'est lui qui va aller négocier ça avec l'employeur. Et l'employeur, s'il croit à votre réseau, il va peut-être être capable de dégager des heures pour que le délégué social puisse faire son travail. Mais quand on est tout seul, ça veut dire que vous n'avez pas de soutien, et le soutien, ça résulte en des ressources comme celle-là, et c'est important que ça se développe. Et donc, autre élément important dans la mise en place, c'est d'impliquer les membres. C'est-à-dire, les délégués sociaux, l'autre aussi, autre petite controverse ou petit quiproquo dans la mise en place, qui est délégué social? Est-ce que les représentants syndicaux qui ont d'autres tâches doivent être délégués sociaux ou est-ce qu'on doit confier ça à des gens qui n'ont que ça comme préoccupation? Et ça non plus, je n'ai pas de réponse claire parce que je reçois les deux types de réponses. Tantôt aussi, ça a été dit dans une présentation à l'une des tables, tous les représentants syndicaux devraient être délégués sociaux. Et d'autres disent non, il faut mettre ça à part, c'est pas la même chose, c'est pas le même travail. Mais bon, ça, ça fait 30 ans et c'est toujours pas un problème résolu. Et je dirais que c'est le grand paradoxe du travail de délégué social, parce que le délégué social, c'est quelqu'un qui est un peu à l'extérieur du syndicat, un peu à l'extérieur des affaires syndicales, mais c'est quelqu'un qui est dedans. Puis quand je dis, c'est ça qui est l'ambiguïté du rôle du délégué social. Puis quand je dis ambiguïté, là, c'est pas pour rendre ça inconfortable, l'ambiguïté étant le désir simultané d'éloignement et de rapprochement. On veut, puis on ne veut pas. Puis on se pose la question quasiment au plan quotidien, qui je suis
Est-ce que je suis est-ce que je suis dans les affaires syndicales ou pas? Est-ce que ça, le problème qui vient de m'être dévoilé devant une personne qui vient de subir un divorce puis qui est en crise, je suis-tu dans un problème de travail? Non. Mais c'est quelqu'un au travail qui va voir un collègue de travail pour parler de sa détresse, de sa difficulté. Donc, je suis dans un problème de travail. Mais d'autres problèmes n'ont pas cette clarté-là. Quand vous avez un problème de relation interpersonnelle entre deux employés, puis il y en a un qui a plus de difficultés que l'autre, puis que ça éclate, là, vous êtes dans un problème de travail. Mais pas dans un problème de relation de travail. Ce n'est pas un problème d'interprétation de la convention collective. Mais c'est un problème relié à l'organisation du travail. Et ça, je dirais que ça existe de plus en plus. Et là, qu'est-ce que le délégué social va faire avec ça? Comment il va traiter la question au plan syndical? Est-ce que le fait d'être délégué syndical, en plus d'être délégué social, va apporter une réponse plus claire à ce type de problème-là? Est-ce qu'il va faire les liens de façon plus étroite face à un problème comme celui-là? Je ne suis pas sûr. Il va se surcharger de travail, par exemple, parce qu'il va être aux prises à la fois avec des problèmes de ce type-là et des problèmes plus traditionnels de relations de travail, de conventions collectives, de griefs, de relations avec l'employeur, etc. Donc, vous voyez, j'ai quelques réponses, mais j'ai surtout des questions. Puis, surtout, la seule réponse, c'est que votre réseau n'est pas fixe. Un travail qui est important aussi, c'est de faire la promotion de l'entraide. Bon, et ça non plus, ce n'est pas toujours fait de façon, je dirais, exemplaire dans tous les milieux. L'entraide, parfois, n'est pas connue même des membres des syndicats. On peut en parler dans les assemblées syndicales. On peut en parler à travers des conversations, mais il reste que cette façon de faire de l'entraide, ça fait aussi partie du travail du délégué social, c'est-à-dire la promotion de l'entraide. Qui fait de l'entraide? Les 45 ans et plus forment 60% des représentants, très peu de 18 à 35, donc ce n'est pas très jeune. Il y a un cumul de fonctions syndicales chez plus de 50%. Ce que je disais à l'instant, c'est quand même beaucoup. Et 77% des personnes qui sont rencontrées se font proposer de l'aide externe. Donc, d'où l'importance du réseau. Mais par contre, quand on parle du travail de délégué social, les gens disent ça ne consiste pas juste à rencontrer du monde avec des gros problèmes puis à les référer à l'extérieur. Ça, c'est une partie de notre travail. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est quand même les cas les plus lourds. Une grande partie du travail du délégué social, c'est de rencontrer les gens et de leur parler. Peut-être une donnée un peu plus subjective, nous dire 80% de notre temps, on parle avec le monde, puis peut-être 20% du temps pour faire les rencontres puis faire des références avec les personnes. Puis le 80%, évidemment, c'est intangible. Tu n'es pas capable de mesurer ça, combien de temps ça te prend dans une semaine, tu parles avec les gens, tu parles de choses et d'autres, tu maintiens le lien. C'est ça qui est important. Le délégué social, c'est quelqu'un qui doit continuellement conduire des liens de proximité avec les membres, et donc pas toujours être dans les problèmes ou dans des difficultés. Et ça, c'est une partie qui est importante de l'entraide et qui doit, à mon avis, se poursuivre et même se développer. Dans 80% des cas qui sont référés à l'externe, ce que m'ont dit les délégués sociaux dans le questionnaire, c'est des cas qui sont reliés au travail. Bon, évidemment, c'est subjectif, c'est peut-être même un peu impressionniste, mais c'est indicatif de quelque chose. C'est-à-dire que le milieu de travail, il est associé aux difficultés des personnes qui vont vous voir pour traiter de cette question-là. Et j'ai posé aussi la question de savoir qu'est-ce qui s'était passé au cours des 5 dernières années dans votre milieu de travail. Y a-t-il eu des changements? Alors, il y en a quand même pas mal. 85% des milieux de travail vivent des problèmes de réorganisation du travail, des problèmes de modification de tâches, mais je m'attarderai peut-être de façon plus importante sur la question de la détérioration du climat de travail dans 70% des cas, dans la détérioration des relations interpersonnelles dans 57% des cas, détérioration de la qualité de vie au travail dans 62% des cas, montée de l'individualisme dans 60% des cas, et on dit qu'il y a des relations tendues entre des personnes dans 42% des cas. Donc, 300, dans le questionnaire, 300 délégués sociaux, dans un petit échantillon,
qui ont révélé ces aspects-là. Donc, le milieu de travail change, le travail change, et ça résulte à des difficultés importantes vécues par les personnes. C'est ça aussi, le travail du délégué social, c'est de rencontrer des personnes au plan individuel. Les problèmes du travail se vivent de plus en plus maintenant au plan individuel. Et ça, c'est une grosse transformation aussi des difficultés du travail. Il y a 30 ans ou 40 ans, les problèmes de travail se vivaient de façon collective. On faisait des pressions sur l'employeur et on était dans c'est plus facile, il y avait des relations verticales. Tous les problèmes étaient dans la relation verticale, ça se vivait en tension entre l'employeur et le syndicat, l'employeur et les employés. Maintenant, de plus en plus, il y a des problèmes qui se vivent au plan horizontal, dans des conflits interpersonnels entre collègues de travail. Puis évidemment, on va dire, pour trouver la solution facile en disant, c'est des personnalités différentes qui s'affrontent. Mais au-delà des traits de personnalité, il faut aussi s'intéresser à cette question importante de cette transformation-là du conflit au travail. Bon. Je vais vous montrer celle-là. C'est la plus importante. Parce que je vais demander aux gens, c'est quoi les problèmes les plus... Quels sont les 3 problèmes majeurs pourquoi les gens vont vous voir? Le premier, c'est des problèmes d'ordre psychologique. Donc, c'est pas pour rien que tantôt, dans mon introduction, j'ai tant insisté sur la détresse psychologique et les problèmes de santé mentale. Ça va en s'accroissant. Le deuxième problème, c'est les conflits interpersonnels. Et le troisième problème, c'est les problèmes de dépendance, donc alcoolisme, toxicomanie et les autres problèmes. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un déplacement de la problématique, puisque le réseau d'entraide, il y a 30 ans, s'est constitué autour de la problématique d'alcoolisme et de toxicomanie, et ça se déplace. Les problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie sont quand même importants, il ne faut pas les minimiser, c'est toujours là, c'est toujours présent, mais comme premier motif de rencontre avec les gens apparaissent la détresse psychologique ou les problèmes d'ordre psychologique et ensuite les conflits interpersonnels. Donc, c'est pas négligeable de montrer des données comme ça. Je pense que ça montre l'évolution du portrait. Donc, en soutien à l'entraide, j'y reviens, soutien de l'employeur, soutien du syndicat, je l'ai dit tantôt, je ne reviendrai pas là-dessus. La question de l'institutionnalisation. Est-ce que le réseau de délégués sociaux devrait être inscrit dans les statuts et règlements du syndicat? Est-ce que c'est une façon de pérenniser le réseau d'entraide dans le milieu de travail? Et deuxième élément important, est-ce que les délégués sociaux, ou enfin la reconnaissance de l'employeur du réseau des délégués sociaux devrait être inscrit dans la convention collective? Il y en a quelques-uns qui le font, il y a quelques expériences, mais ce n'est pas généralisé. Et si j'en parle, c'est parce que pour pérenniser, pour que le réseau là, ait une historique, puis que quand il arrive des nouveaux acteurs, des nouveaux joueurs dans l'entreprise, ça ne se peut pas recommencer à chaque fois. Quand c'est écrit dans les statuts et règlements, le nouveau exécutif qui va arriver est obligé de reconnaître que ça marche, qu'il faut l'appuyer. Ce n'est pas une décision personnelle, c'est une décision collective prise par le syndicat. La preuve, c'est que tu as été inscrit dans les statuts et règlements. Un nouvel employeur, un nouveau représentant de l'employeur qui arrive et qui dit « Moi, les réseaux d'entraide, je ne sais pas c'est quoi, puis je n'accorde pas d'importance à ça. » Si c'est dans la convention collective, n'importe quel joueur va être obligé de le reconnaître. Et donc, c'est quand même assez important, c'est pas secondaire que de s'occuper de ces choses-là. Bon, peut-être quelques données en terminant pour reconnaître la différence de fonctionnement. Je me suis très peu intéressé